Troisième communication sur l'imagerie optique, un groupe d'Angers qui travaille beaucoup sur l'oncologie. Jean-Michel Lemay qui termine aussi son interne de neurochirurgie. Excusez-moi. Jean-Michel a terminé son travail de chirurgie chimique. Et s'intéresse aussi à ces techniques d'imagerie optique dans le champ opératoire et de nous permettre d'imagerie spéciale encore une autre technologie. Je vous laisse découvrir. Bonjour à tous, cher maître, merci de me laisser l'opportunité de présenter parmi mes travaux de recherche qui portent effectivement sur l'imagerie spéciale laser et ses applications à la neurochirurgie. Je n'ai pas compris l'intérêt de déclarer dans le cadre de cette présentation. Alors, donc, l'imagerie spéciale laser, donc, comme les techniques ont été détaillées précédemment, c'est en fait une technique de biopsie optique dont le principe est effectivement l'étude de la réflexion d'un faisceau lumineux sur une surface et l'enregistrement du signal réfléchi. Donc, ce signal réfléchi va être modifié par rapport au signal initial. Et ces modifications vont être porteuses d'informations sur les caractéristiques du tissu. Donc c'est des techniques qui sont extrêmement intéressantes pour nous en neurochirurgie, puisqu'effectivement ce sont des techniques qui sont non invasives, non destructives et donc reproductibles. Donc, vous avez en bas un petit rappel, donc une technique d'imagerie par fluorescence comme l'a détaillé M. Palu juste avant. Donc, le principe de l'imagerie spéciale laser, donc le terme exact en français, c'est l'interférométrie de tablure. Ça a été décrit dans les années 70 par Antoine Lavéry, initialement pour l'astronomie. En fait, c'est une technique qui permet de traiter le signal reçu par les télescopes et d'augmenter grandement leur précision. Et on a découvert d'autres applications à cette technique dans le domaine de la santé, mais aussi dans le domaine industriel. Donc, pour notre application à la neurochirurgie, en fait, on va projeter un faisceau de lumière cohérent qui correspond en fait à la diffraction d'une lumière laser par une lentille sur la surface du cerveau, qu'on va ensuite capter avec une caméra. Et donc on va obtenir une image comme vous le voyez ici qui est une image laser avec une couronne de chatoiement autour. Donc cette couronne de chatoiement autour, qui est en fait le signal spéculaire proprement dit, c'est considéré comme une source de bruit dans la plupart des applications optiques, mais c'est en fait extrêmement intéressant parce que ça nous donne des informations sur la granulométrie du tissu, ça nous donne des informations sur au cours du temps les déformations de ce tissu. Donc là il y a des applications industrielles pour ça, notamment en fabrication d'outils de précision. Et ça nous donne aussi des informations sur le nombre et la vitesse de circulation d'éléments à la surface du tissu. Donc pour nous, par exemple, des hématies dans des vaisseaux sanguins, donc c'est extrêmement intéressant, puisqu'en fait, le spécule laser, ça nous permet d'évaluer le flux sanguin cérébral à la surface du cerveau. Donc en fait, par une étape de traitement informatique, on arrive à extraire une image monochrome dite anatomique, ensuite un signal spécule brut qui en lui-même ne vaut rien, ça ressemble à la neige que vous pouviez avoir sur les anciens écrans cathodiques, donc c'est pas très intéressant. Et en fait, en traitant un petit peu ce signal, on arrive à obtenir une cartographie de la vascularisation sanguine cérébrale, comme vous avez juste en dessous. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut suivre les variations de ces vascularisations au cours du temps. Donc là, je vous ai mis un petit cas illustratif, donc avec un rat, sur lequel on a fait sous anesthésie générale une craniotomie en losange. Donc vous pouvez voir juste en dessous, et en fait vous allez voir, on va pouvoir suivre en direct les variations de la vascularisation cérébrale lors de la réalisation d'un arrêt cardiaque hypoxique chez ce rat, et ensuite la reperfusion cérébrale. Donc vous voyez, le cerveau est bien vascularisé, on le voit en rouge. Ensuite voilà, arrêt cardiaque hypoxique, suspension de la vascularisation cérébrale. Donc on peut analyser ça en temps réel. Et ensuite, voilà, reperfusion cérébrale avec la persistance d'une petite ischémie de reperfusion distale, comme on peut le voir assez souvent. Donc les applications de cette technique à la neurochirurgie, il y a quelques études qui ont été faites, donc il y a quand même une preuve de concept, mais après, voilà. Est-ce que ça a vraiment un bénéfice clair? Est-ce que ça justifie son utilisation entre guillemets en routine au bloc opératoire de neurochirurgie? On n'en est pas encore là. Il y a deux études qui sont très intéressantes. Il y a une première étude qui montre déjà qu'il est possible d'utiliser l'imagerie spécule laser pour évaluer le débit sanguin cérébral, puisqu'en fait, là, c'est une étude où en fait, ils ont fait des analyses de cerveau avant ou après réalisation d'une anastomose artérielle chez des patients qui avaient des maladies inflammatoires, des cercles artériels de la base de type mouya-mouya. On voit bien, avant et après le bypass, on a une très nette augmentation du débit sanguin cérébral. Donc sur ces deux images-là. Et c'est aussi une technique qui est suffisamment sensible pour identifier des petites variations du débit sanguin cérébral, comme par exemple celles qui sont liées à la variation de la pression partielle en CO2, qui est un vasodilatateur. Vous avez sur les vignettes en haut les images avec une pression partielle en CO2 basse, et en bas les images avec une PCO2 haute. On voit très nettement là aussi une augmentation de la vascularisation cérébrale. Donc cette étude montre que l'imagerie spéculaire, ça peut s'appliquer à l'étude du débit sanguin cérebral. Et ensuite, il y a une autre étude qui est intéressante, puisqu'en fait, elle montre
qu'il est possible d'identifier les variations de débit sanguin cérébral au cours du temps et donc d'identifier des zones cérébrales spécifiques en effectuant des tests, comme on peut le faire par exemple lors d'une IRM fonctionnelle, en comparant une séquence d'activation et une séquence de repos. Donc là, c'est une étude assez simple. En fait, chez un patient opéré en chirurgie éveillée, ils ont étudié la surface cérébrale du patient en lui demandant d'ouvrir et de fermer la main, comme ça, de manière répétée. Et en fait, ils ont réussi à mettre en évidence de manière statistiquement significative une augmentation du débit sanguin cérébral au niveau de la zone cérébrale qui correspond à la motricité de la main. Donc c'est assez intéressant, ça prouve qu'en fait on peut mesurer des variations de débit sanguin cérébral qui sont fines, qui sont vraiment généralement de l'ordre de 3-4%. On arrive généralement à détecter en IRM fonctionnelle. Et donc ça peut avoir vraiment un intérêt pour nous. Et l'intérêt, ça serait l'identification des zones fonctionnelles du langage chez les patients qu'on opère effectivement de tumeurs, puisque bon, le cortex moteur primaire, sa localisation est systématique, donc si on connaît un peu son anatomie, c'est pas très compliqué. Le gros souci lors de la chirurgie oncologique, en fait, c'est l'identification des zones fonctionnelles cérébrales du langage, puisqu'en fait, elles ont une grande variabilité topographique. Voilà, c'est la définition classique de Brocaine-Wernicke. En fait, on a découvert que les zones du langage pouvaient être réparties de manière beaucoup plus large à la surface du cerveau. C'est des travaux qui ont été faits par l'équipe de Duflo à Montpellier. Et donc, en fait, actuellement, on a deux techniques de référence. On a tout d'abord la stimulation corticale qu'on réalise en péropératoire, qui est vraiment le gold standard. Après, le problème, c'est que cette technique, elle est dépendante de la capacité du patient à effectuer les tests de dénomination lors de la chirurgie. Et c'est une technique qui est chronophage, parce qu'effectivement, il faut stimuler une à une zone, et donc ça prend un certain temps. L'autre technique alternative, pour identifier les zones fonctionnelles du langage, c'est de réaliser en préopératoire une IRM fonctionnelle. Donc ça permet d'étudier l'ensemble du cerveau. C'est moins dépendant de la coopération du patient, parce que maintenant il y a des études qui montrent qu'il est possible, même chez des patients aphasiques, d'identifier les réseaux du langage en demandant aux patients de ne pas bouger durant l'IRM, en fait, en faisant des études de connectivité pour identifier les différentes aires du réseau, impliquées dans le langage. Donc les inconvénients, c'est que c'est effectivement une technique qui est moins fiable, c'est une technique qui nous donne des informations mais uniquement en préopératoire. Et c'est aussi une technique qui prend un petit peu de temps, parce que le post-traitement moyen, c'est quand même 30 à 45 minutes pour quelqu'un qui a l'habitude. Et donc, nous, ce qu'on essaie de faire actuellement, c'est effectivement développer un prototype d'imageur spécule laser qui soit utilisable au bloc opératoire en neurochirurgie. Donc là, je vous ai mis ici, par exemple, des imageurs de spécule laser commerciaux qui sont accessibles, qui sont principalement utilisés en dermatologie. Donc, effectivement, comme vous l'aviez évoqué tout à l'heure, les salles de bloc opératoire malheureusement ne sont pas extensibles et donc on n'a pas envie de rajouter encore un instrument supplémentaire à l'intérieur. Et donc en fait, au final, quand on reprend le concept d'un imageur spécule laser, c'est extrêmement simple au niveau matériel. C'est une diode laser, une caméra, un objectif et un ordinateur. Donc là, vous avez à droite le prototype que nous, on utilise pour faire les tests. Et en fait, ce qu'on voudrait à terme, c'est mettre en place la diode laser directement sur le microscope opératoire et en fait récupérer le signal de la caméra du microscope et traiter sur un ordinateur, ce qui fait qu'on aurait vraiment un dispositif qui aurait un encombrement minimal. Bon, après, il y a toute une partie logicielle et c'est vraiment plutôt ça la partie complexe où effectivement, si on veut obtenir un traitement de bonne qualité et un traitement en temps réel, il faut se mettre un petit peu malheureusement dans la programmation informatique, ce qui n'est pas forcément notre formation de base. Donc là, on a fait des tests chez l'animal avec notre prototype d'imageur spécule laser où on arrive à identifier en fait les variations du débit sanguin cérébral sur le cerveau d'un rat. Donc lorsqu'on met à la surface du cerveau une goutte de chlorure de potassium pour entraîner une dépolarisation localisée suivie d'une hyperémie réactionnelle. Et donc en fait, vous avez en rouge la courbe de perfusion et on voit après décoller la goutte de chlorure de potassium une augmentation localisée du débit sanguin qui retourne ensuite à la normale. Donc ensuite, application chez le patient. Donc là, on a fait un test donc chez un patient opéré en chirurgie éveillée. Donc il est possible de définir en fait, lors de l'analyse, différentes zones d'intérêt pour lesquelles on va suivre en temps réel l'évolution du signal spécule. D'accord, tant pis. Donc voilà. Donc là, c'est durant l'intervention, on demande aux patients d'effectuer des tâches de dénomination. Donc on va étudier en fait au cours du temps, lors de la réalisation de ces tâches de dénomination ou lors de phase de repos, les variations du débit sanguin cérébral à la surface dans les différentes zones d'intérêt qu'on a prédéfinies ici. Donc là, c'était près de la zone opératoire. Et donc ça a un intérêt parce que ça va nous permettre d'isoler les zones impliquées dans le langage chez ce patient, en gros d'avoir l'équivalent des informations qu'on peut avoir par une IRM fonctionnelle en péropératoire et de confronter ça donc, à la stimulation corticale qui est le gold standard.
et de voir effectivement si ça marche. Et donc on a fait une étude de faisabilité donc, chez le patient que je vous ai montré précédemment, donc un patient de 30 ans qui est hospitalisé chez nous pour une tumeur temporale gauche révélée par une crise d'épilepsie. Et donc chez ce patient, lors de la stimulation électrique corticale, comme vous le voyez ici, sur l'IRM fonctionnel préopératoire ou bien lors de la réalisation de l'imagerie spéculaire laser, en fait, on a à chaque fois identifié la partie postérieure du gyrus supramarginal comme étant une zone fonctionnelle du langage dans toutes les modalités. Et effectivement, donc on a réalisé l'exérèse de la lésion en prenant bien soin de ne pas léser cette zone. Et donc on a un patient qui n'a pas eu de troubles phasiques en post-opératoire. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a bien une concordance entre donc, les deux techniques couramment utilisées, la stimulation électrique corticale et l'image fonctionnelle, mais aussi avec l'imagerie spéculaire laser, donc, en contrastant la phase de test et la phase de repos. Donc, notre perspective de travail sur ce sujet-là, c'est donc effectivement l'évaluation de l'imagerie spéculaire laser pour l'identification des zones fonctionnelles du langage et surtout l'automatisation du processus. Donc nous, ce sur quoi on est en train de travailler actuellement, c'est en fait de traiter, si possible en direct, l'image acquise en imagerie spéculaire laser. Donc en fait, en la découpant les quadrillages en zones, et ces zones, on va suivre en fait les variations du signal speckle et donc les variations du débit sanguin cérébral au sein de chacune de ces zones au cours du temps. Donc ce qui va nous donner donc, effectivement une courbe comme ça qui n'est pas forcément interprétable. Et en fait, on va essayer de comparer ça au signal théorique qu'on devrait s'attendre, enfin en variation pardon, du débit sanguin cérébral qu'on devrait attendre d'une zone qui est impliquée à 100% dans les fonctions du langage. Donc ça, comment on fait? Donc, on connaît la réponse hémodynamique cérébrale lorsqu'on fait une stimulation spécifique d'une zone. Donc c'est voilà, ça ressemble à cette courbe-là, comme activation, avec un petit creux et un retour à la normale. On connaît notre paradigme d'activation. On va demander au patient de parler pendant 16 secondes, de se taire pendant 16 secondes, de reparler pendant 16 secondes, etc. Et donc en fait, en faisant une convolution de ces deux fonctions, donc de notre paradigme et de la réponse hémodynamique cérébrale, on a la courbe d'activation qu'on devrait théoriquement obtenir pour une zone qui est impliquée à 100% dans le langage et uniquement dans le langage. Et donc en fait, pour chacune des zones qu'on a découpées en quadrillage sur notre imagerie spéculaire laser, on va prendre le signal extrait de chacune de ces zones, le comparer à cette courbe théorique avec des techniques des traitements du signal qui sont un petit peu compliqués. Effectivement, on est en train d'évaluer quelles pourraient être les techniques qui sont les plus efficaces et les plus pertinentes. Et l'objectif auquel on n'est pas très loin actuellement, c'est de pouvoir en fait avoir un affichage en surimpression sur en tout cas notre écran d'ordinateur des différentes zones qui seraient impliquées dans le langage qui se coloreraient avec une échelle volumétrique, donc par exemple ici en rouge. Donc ça nous permettrait en fait d'obtenir en temps réel et sur l'ensemble de la surface cérébrale, enfin, d'évaluer quelles sont les zones cérébrales du langage impliquées. Donc c'est une technique pour laquelle qui est actuellement en cours de développement, et puis effectivement il y aura une étape après l'évaluation des performances diagnostiques, que ce soit en sensibilité, spécificité ou en valeur prédictive. Donc c'est un travail qui est actuellement effectivement toujours en cours de développement. C'est un travail que je vais présenter à l'Académie de chirurgie l'année dernière, pour laquelle vous m'avez fait l'honneur de m'accorder le prix d'innovation médico-chirurgicale assistée par ordinateur. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Jean-Michel.